Et bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier, je suis ravi de vous présenter cette nouvelle émission du Journal de la Source TV, aujourd'hui avec un invité vraiment exceptionnel, en la personne de Philippe Guillemant, qui nous présente cette bande dessinée, ce roman graphique, ou on pourrait dire conte initiatique également, dessiné, illustré par Benoît Flamec, aux éditions Guy Trédaniel. Voilà. Donc cet ouvrage, on aura largement le temps d'en parler pendant cette interview, eh bien, fait suite à différents ouvrages de Philippe, hein. Vous vous souvenez sans doute de la physique de la conscience, qui était un peu plus, disons, dans la théorie, même si ça se voulait déjà de la vulgarisation de la pensée de Philippe, on était quand même dans une forme de, voilà, dans une forme accessible à un public non averti. Comme vous savez, Philippe sort de l'école centrale de Paris, c'est un ingénieur, physicien, donc il était habilité à diriger des recherches aussi au CNRS. Donc voilà, je le laisserai peut-être présenter un petit peu son parcours parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, vous comprendrez bien que on n'a pas tous le niveau et le bagage scientifique pour comprendre dans le détail toutes les avancées de Philippe, mais en tout cas, l'avantage qu'on a avec Philippe, c'est que c'est quand même un scientifique reconnu mondialement qui publie dans des ouvrages scientifiques à comité de lecture, etc., et qui fait cette démarche d'aller vers plus de spiritualité, en tout cas d'essayer de reconnaître euh, la spiritualité dans la physique, ce qui est vraiment un tour de force. Et donc on peut vraiment être reconnaissant pour lui et puis pour tous les gens qui le suivent et tous les gens qui travaillent avec lui et toutes les personnes qui sont animées par ce même désir, hein, de réconcilier finalement la science et la foi, on va dire, pour ne pas dire les religions, parce qu'on est au-delà de ça, on est dans la spiritualité. Et du coup, bah voilà, je suis vraiment ravi de retrouver et d'interviewer Philippe là dans moins d'une minute. Qu'est-ce que je voulais vous dire, bah, si ce n'est que voilà, Le Pic de l'Esprit est sorti aux éditions Très Daniel, c'est magnifique, c'est un bel ouvrage. Les dessins sont fantastiques, hein, faut reconnaître à Benoît Flamec ce talent d'avoir réussi à retranscrire les idées extrêmement complexes de l'auteur de ce livre. Donc on va essayer de voir un peu ensemble ce qu'on peut dire de ce livre avec Philippe, qu'on retrouve tout de suite juste après le générique. A tout de suite. Et donc mon invité du jour aujourd'hui c'est Philippe Guillemant. Bonjour Philippe. Bonjour. Eh ben, je suis ravi de vous avoir déjà. Je suis honoré même parce que vous faites partie des scientifiques en France qui travaillent sur des thématiques très difficiles. Hmm. Et notamment sur la réconciliation entre la physique traditionnelle, on va dire, et puis une forme de spiritualité. Vous m'arrêterez Mhm. si vous estimez que c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait le présenter, mais voilà, je le dis avec mes mots. Et je trouve que c'est vraiment symptomatique ou représentatif de notre époque, et vous êtes très peu à faire ce travail-là, donc c'est vraiment génial de vous avoir, et on va pouvoir parler de ça. Et puis c'est aussi la thématique donc de votre nouvel ouvrage que je vous montre Mhm. ici et que j'aurai l'occasion de mettre plusieurs fois à l'écran pendant le montage, hein, je vous rassure. Donc le pic de l'esprit. Alors Philippe, juste avant de commencer, est-ce que on vous fait une petite présentation rapide, je l'ai déjà faite en introduction, mais si vous voulez vous représenter rapidement, voilà, ça sera chouette. Rapidement alors, Oui. rapidement. Je suis ingénieur physicien, retraité depuis 2 ans du CNRS où j'ai passé presque toute ma carrière. Au CNRS, j'ai été à la fois ingénieur de recherche et chercheur, directeur de recherche. C'est un petit peu un parcours original. Ça vient du fait que je suis rentré en tant qu'ingénieur de recherche et qu'ensuite j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches. Puis comme j'avais pas mal de liberté du fait que j'ai fait beaucoup d'innovation, j'ai pu avoir
j'ai pu faire ces deux activités en même temps. Et donc, le résultat, c'est des publications, une trentaine de publications dans le domaine des neurosciences, de l'intelligence artificielle et de la physique théorique. Et aussi, on va dire, du même ordre, une trentaine d'innovations, dont deux au moins, deux importantes ont amené à des créations d'entreprises et à des distinctions, du coup. Voilà, et donc ma crédibilité fondée sur mes travaux en intelligence artificielle en milieu de carrière et mes publications en physique théorique en fin de carrière. Voilà. Très bien. Ça, c'est pour l'aspect professionnel et bien entendu, depuis 15 ans, j'ai écrit mon premier livre et puis 6 autres après ça et j'en suis cette BD, Le Pic de l'Esprit, c'est mon 7e livre. Ouais. Alors justement, septième livre, alors moi j'en avais déjà deux chez moi. J'avais le physique du futur lumineux Oui, et j'avais ça c'est là. également la physique de la conscience illustrée, déjà Oui, par Benoît Flamec. oui, et celui-là, c'est vraiment le livre de base, hein, où on a vraiment toute la théorie que je propose qui est décrite, enseignée de la manière la plus ni romancée, ni dialogue, ni voilà, bien expliqué. Alors que les autres livres, mon premier c'était centré sur la synchronicité, l'avant-dernier, la physique du futur lumineux, c'est un dialogue, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de livres pour essayer d'être le plus didactique possible. La BD Le Pic de l'Esprit, le principal objectif, c'était de faire passer des idées pas évidentes de la manière la plus agréable possible et qui ne va pas sans demander quand même un travail de maturation. Je me suis amusé à dire dans un post assez récent sur mes réseaux que le pic de l'esprit, il y a 3 niveaux de lecture. Le premier niveau, comme toute BD, on peut le lire en quelques heures. Deuxième niveau, il faut quand même prendre plusieurs jours, hein, voire une semaine, pour bien le lire. Mais c'est là que c'est le plus inconfortable, parce que donc on cherche à comprendre les textes, et en fait, si on veut vraiment les comprendre, il faut les mûrir, hein, il faut les maturer. Donc une page par jour, c'est l'idéal pour avoir le bon travail de maturation. Absolument. Euh, Moi personnellement, je l'ai lu deux fois déjà et je pense qu'il me faudrait encore plusieurs lectures. J'avais noté que comme beaucoup de BD, évidemment, il y a un récit, il y a des personnages, il y a un but, il y a un dénouement, mais il y a également une portée pédagogique en termes scientifiques qui reprend justement ce que vous disiez dans vos précédents ouvrages. Celui-ci fait 300 pages, donc c'est vraiment plus théorique. Hmm. La bande dessinée, elle reprend un petit peu les concepts qui sont dans ces livres-là, mais il y a aussi une dimension initiatique. Ah oui, complètement. Et Oui. ça, c'est vraiment le cœur de cette bande dessinée, c'est ce qu'apporte cette bande dessinée, je trouve, par rapport aux autres. Hein. Hmm. Complètement. Oui, oui, c'est-à-dire que là, on rentre dans. C'est pas la théorie. Bon, bien sûr, on en parle un peu de la théorie, mais c'est la. Qu'est-ce que ça signifie pour l'être humain de comprendre ces concepts pas évidents sur le temps? Et ça a un aspect initiatique, le fait de comprendre comment est-ce que nos pensées, nos émotions impactent notre réalité à travers différentes expériences, comme par exemple Suzanne qui doit traverser le gué le gué de la finalité. Et, bon, ce sont des métaphores, mais l'équipe elle est bloquée parce que tant qu'il n'y a pas un problème, tant que quelqu'un dans l'équipe, ils sont 5, un
problème à résoudre avec son passé, ça va bloquer l'équipe. Et il va falloir, pour pouvoir avancer, que la personne ait une prise de conscience, qui va se traduire par une émotion, une grande émotion, pour intégrer, pour reviser finalement, pour comprendre ce qui la bloque. Et à ce moment-là, l'équipe peut avancer. Et donc, ça fait que Suzanne, en l'occurrence, fait des prouesses physiques extraordinaires. Et donc, elle sauve le. Voilà, c'est juste un exemple. Mais Ouais, à ouais, chaque fois, ce qui arrive est en résonance avec l'état d'esprit d'un membre de l'équipe. ce qui est une double, enfin, ce qui est un double écho entre le travail du scientifique qui a besoin de se défaire de ses croyances et de ses croyances limitantes pour avancer sur les thématiques que vous abordez. Hmm. Et à la fois, bah, le travail de chaque âme, on peut dire le mot âme, puisqu'on est sur la chaîne de Philippe Ferrer, où on s'intéresse à la spiritualité, on n'a pas de problème avec ça, de chaque âme sur Terre pour évoluer, tout simplement, Hmm. pour progresser en fait. Et c'est sa raison de la venue dans cette incarnation, quoi. Et donc, le message principal, c'est que pour arriver à évoluer, d'abord, il faut commencer par se défaire de notre système de croyance, celui qu'on a appris à l'école, parce que ça nous bloque, quoi, ça nous handicape, ça nous empêche de sortir du parc de la pensée. Mhm. Voilà. Donc, il faut se défaire des idées reçues sur la conscience, le cerveau, le Big Bang, Darwin, l'évolution, le temps, enfin, tout un tas de choses. Et quand on s'est défait de tout ça, là, à ce moment-là, on peut passer les frontières, mais ça suffit pas parce qu'encore faut-il prendre la bonne sortie. La bonne sortie qui passe par le fait que, eh ben, il va falloir descendre avant de remonter. Avant de remonter plus haut que la hauteur du parc. Pourquoi? Parce que descendre, ça veut dire, bon, d'abord se nettoyer de toutes nos. Hein, même quand on a changé notre système de croyance, il faut vraiment euh, descendre pour découvrir sa part d'ombre. Hein, pour découvrir sa part d'ombre, avant de pouvoir s'éveiller à des capacités nouvelles. Très bien. Bah, je vous propose de faire une petite pause là-dessus parce on va revenir un petit peu sur l'histoire à proprement parler parce que tous les concepts que vous évoquez là, eh ben, en fait, ils sont tournés sous forme de métaphores dans le livre. Je montre rapidement, alors à la bonne caméra, je le montre. Ici donc, on a une map qui est super bien faite de Benoît Flamec, donc, que vous avez imaginé, pensé, j'essaierai de la mettre à l'écran. Et donc l'histoire, ce sont donc un physicien qui s'appelle Luc, qui est accompagné de son équipe de randonneurs, on va dire, qui ont chacun un petit peu comme des points cardinaux, des, des compétences particulières. Et C'est ça. il a besoin de cette équipe-là pour pouvoir aller à un endroit pour retrouver Phil, donc Philippe vous-même. Il a besoin de toute cette équipe parce que bah, ils vont être confrontés à des dangers, ils vont être confrontés à des failles, à des problématiques. Et en fait, c'est grâce à l'union de ces quatre capacités, vertus ou qualités, qu'ils vont réussir à passer toutes ces difficultés. Et alors, on a effectivement toute cette métaphore, on a le parc de la pensée, qui est un petit peu la société aujourd'hui, ou le monde scientifique, ou bien, enfin voilà, c'est une métaphore un petit peu large de ce qu'on peut être amené à penser de manière mainstream, on va dire. Et puis, bah, il y a tout le chemin qui est hyper bien détaillé pour dire, bah, au nord, il se passe des choses, à l'est, il se passe des choses, au sud, à l'ouest. Et en fait, vous êtes allé hyper loin dans la métaphore, quoi. Comment ça s'est passé, ce travail de, de, de matérialisation de vos concepts, quoi, finalement, en métaphore? Oh, ben alors ça, c'était bien avant l'écriture du pic. Il se trouve que j'habite dans un endroit, j'habite à la montagne et que je suis environné de montagnes vraiment assez extraordinaires. Beaucoup de verticalité.
J'habite dans le massif des Monts, entre Tignes et Sisteron, à plus de 1000 mètres d'altitude, et je fais beaucoup de randonnées. Et les difficultés que je rencontre durant la randonnée, j'ai remarqué qu'elles résonnaient avec finalement les difficultés que j'avais dans ma vie, par exemple professionnelle, ou inversement, lorsque je trouve par exemple un nouveau chemin. Ouah, super. Mais ben, ça correspond aussi au fait que j'ai progressé là aussi dans ma vie professionnelle. C'est surtout en résonance, c'était surtout en résonance avec ma vie professionnelle. Et ça m'a donné une idée de concevoir une sorte de territoire de la pensée avec un parc, un environnement plat et 4 points cardinaux, 4 directions vers lesquelles on peut monter, descendre, etc., etc. Et l'idée de base, l'idée directrice, c'est quand on va au nord, on a un développement émotionnel, c'est-à-dire plus on va aller vers le nord, c'est se développer émotionnellement. Aller vers l'est, c'est se développer mentalement. Hein, c'est aller oui, vers l'est, ce qui veut dire que quand on va vers l'ouest, ben, on reste sur d'anciennes îles. Alors que quand on va vers l'est, on apprend, quoi. On va vers de nouvelles idées. Et aller monter ou descendre, enfin monter, c'est progresser en conscience, c'est s'éveiller. Mhm. Donc il se trouve il y a une dizaine de sorties du parc. Il n'y en a qu'une qui permet de suivre le bon chemin, qui consiste à d'abord descendre jusqu'au point le plus bas, qui s'appelle le gué de la finalité, pour remonter jusqu'au point le plus haut, qui s'appelle le col de l'Ange. Alors le col de l'Ange, il a une signification. Hein. Le col de l'Ange, c'est l'endroit à partir duquel on se rend compte que l'espace-temps peut bouger. C'est-à-dire que nos lignes de temps peuvent changer dans le futur et on voit littéralement dans la BD le paysage lointain au nord-est qui représente le futur, on le voit bouger. Voilà. Enfin, ce genre de. Donc, l'idée de base, c'est cette progression du mental, de l'émotionnel et de la conscience. Ça correspond d'ailleurs aux 4 centres de la conscience. Euh, voilà, en allant vers l'est, le nord ou en s'élevant en altitude. Et le bon chemin consiste à aller vers le nord-est, parce que, enfin, globalement, hein, parce que pour aller vers le nord-est, bah, on ne va pas forcément vers le nord-est tout de suite. Hein. Euh, et le bon chemin, oui, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais enfin bon. Le bon chemin, c'est le nord-est, parce que ça permet Oui, justement... voilà, arriver au col de l'Ange, après le col de l'Ange, là, pour arriver jusqu'au pont sur l'abîme, qui a une signification très particulière, le pont sur l'abîme, c'est le bon passage. C'est-à-dire l'humanité a 3 possibilités. Soit elle va vers un développement émotionnel excessif, donc là, c'est au nord, et là, on n'arrive pas à passer le pont, parce que la pente est trop raide de l'autre côté. Soit elle va vers l'est, et là, ben, elle descend dans l'abîme, et là, elle se fait, bah, j'ose pas le dire. Soit elle va, mais c'est la voie du milieu, aller vers aller vers le nord-est, où là, on se rend compte. On arrive devant le pont sur l'abîme, qui a une signification bien particulière, mais je ne sais pas si je vais tout dire. C'est la question que je me Et posais. ça correspond à un éveil qui permet la transition de l'humanité vers une réalité où elle aura enfin compris la véritable nature de l'humain, les capacités de sa conscience, et c'est ça qui va lui permettre ensuite d'être intégré dans un cosmos plus large où bah, il y aura le contact avec nos visiteurs, etc. Au lieu de penser qu'on est seul dans l'univers, on va enfin comprendre toute la subtilité de ces choses-là qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas compris la nature de la réalité, qui n'est pas matérielle. Ouais, alors pour en revenir à ces écueils, finalement, il y a aussi cette dimension dans cette BD d'alerter
de dire attention, si on laisse l'humanité aller trop dans un sens, ce qu'on risque, vous dites, c'est le chaos, parce qu'il y a des forces qui désirent le chaos pour nous empêcher de trouver la bonne solution et la bonne voie. Et il y a également le risque de ce que vous appelez le transhumanisme, qui est qu'on voit très bien se profiler avec l'intelligence artificielle, avec ce désir de certains milliardaires de créer une société mi-homme, mi-machine, et qui va annihiler, qui va nier totalement l'âme et l'essence divine de chaque être, quoi, finalement. Et donc, vous nous Complètement. alertez là-dessus, hein. Ah oui, oui, non, mais c'est presque central. Pas tout à fait, hein, mais c'est très important. Il y a donc parmi ces trois directions, celle du milieu, seule celle du milieu est la bonne. Il y en a une, effectivement, qui conduit vers le chaos, c'est-à-dire qu'on reste dans la dualité. Le développement émotionnel, il a lieu, mais on reste dans la dualité. Il s'ensuit des guerres, etc. Et donc, l'humain ne peut pas évoluer. Il est toujours en mode survie. La société est désorganisée. C'est un peu la situation actuelle. Et de l'autre côté, on va vers une société pyramidale. C'est un peu ce que voulait faire l'opération mondialiste, hein, qui a démarré depuis longtemps, mais qui s'est accélérée en 2020. C'est de nous conduire vers une société de contrôle. Le contrôle, on voit encore d'ailleurs se profiler cet objectif parce que les institutions, elles ont une certaine inertie. Et lorsqu'on a tout, enfin, les mondialistes ou enfin, ont tout programmé pour nous emmener vers cet horizon, il est normal qu'aujourd'hui, on en voit encore sérieusement les traces, hein, de cette volonté d'aller vers une société de contrôle, donc pyramidale. Et il faut quand même signaler que tout ça, c'est pas parce qu'il y a des méchants dirigeants qui veulent tout contrôler, c'est pas ça. C'est parce que l'humanité, dans son paradigme de pensée matérialiste qui s'est renforcé depuis l'avènement de la science et du mécanicisme, du matérialisme, etc., du capitalisme, ben, on se construit automatiquement un futur qui correspond à ça. Et donc, l'humain n'étant pas éveillé, l'humain a besoin de on considère qu'il est normal d'avoir des gouvernements qui le mettent en sécurité. Voilà, donc, l'humain se considère comme devant être assisté, et donc il crée les conditions dans le futur pour être assisté. Et si effectivement ça conduit des dirigeants à vouloir contrôler l'humain, c'est parce qu'eux-mêmes sont contrôlés par des forces qui sont dans le futur, en fait, hein, qui sont dans l'éther, qui sont dans... On peut parler d'entités, mais bon, il y a toutes sortes d'entités qui peuvent vouloir profiter de la volonté de l'humain de vivre dans un système de contrôle. Parce qu'on n'a pas compris le sens de la vie, lorsqu'on n'a pas compris la nature de l'humain, lorsqu'on se prend pour des machines biologiques, bon, on se construit un futur où on réclame un système de contrôle, où on réclame une assistance de la part des gouvernements, de la justice, etc., de l'égalité, voilà. Et donc, c'est tout cela qui a généré alors, les entités hein, qui, ont, qui ont pris sur cette fois-ci donc la race humaine, c'est-à-dire enfin donc les dirigeants de son monde qui sont en mesure de réaliser cette géopolitique où l'humain devient petit à petit, dans le meilleur des cas, un esclave. Ouais. Alors, je suis justement sur la page qui traite de ça. Vous dites ces entités. Excusez-moi, je suis aussi à la montagne, j'ai des mouches. Ça commence, c'est la période. Vous dites, voilà, il y a un des personnages qui demande, mais quel est l'intérêt de pousser l'humanité vers un destin si funeste? Vous parlez d'entités. Ils disent, on ne sait pas vraiment ce que c'est ces entités. Certains parlent d'égrégores, d'autres parlent de faux messies, d'anges déçus, certains encore d'extraterrestres. Mais finalement, on s'en fiche, car ce ne sont que des énergies du futur. C'est Euh, ça. et en fait, vous dites aussi, la seule façon de nous en défaire, c'est de révéler doucement
le chemin vers le pont sans combattre qui que ce soit, puisqu'il n'existe aucun autre responsable de cette situation que nous-mêmes, qui sommes les seuls producteurs des énergies de notre futur. Hyper intéressant. C'est ça. Ça, c'est un message absolument essentiel. Ça sert à rien C'est d'aller vraiment, faire la révolution dans la rue, il faut déjà faire la révolution en soi, quoi. voilà, si on ne change pas les mentalités, c'est plus que les mentalités, si on change pas, si les gens ne se retrouvent pas, si on ne se retrouve pas intérieurement souverain, hein, retrouver sa souveraineté intérieure, retrouver son lien avec, je veux dire, enfin, son libre arbitre, bah, rien, la lutte ne fonctionnera pas. La lutte sera toujours exploitée par celui qui nous aliène pour justement, au contraire, nous aliéner encore plus facilement. Alors que si on est souverain, si on est de véritables humains, ayant un véritable libre arbitre, le sens de la justice, le sens, une éthique, etc., tout ça va naturellement avec. Hein. Eh bien là, ça suffit pour fabriquer le futur qui va nous permettre d'éviter ces pièges. Mhm. Alors justement, on fait un tout petit retour en arrière parce que dans la bande dessinée, vous nous présentez trois personnages qui sont autour d'une anagramme, ou de plusieurs anagrammes d'ailleurs, Oui. de Thalès, Altesse et Salté. Mm. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer, parce que je trouve ça hyper intéressant, mais là pour le coup ça demande d'y passer un peu de temps pour comprendre, parce qu'il y a une espèce de dualité entre Altesse et Salté, et Oui, ou d'opposition on va dire, et en même temps les deux sont gouvernés par une entité supérieure, oui. qui est Enfin, Thalès. je vais délivrer quelques informations qui ne sont pas dans la BD. Hein. Si j'ai mis, il y a 10 personnages en fait. Hein. Il y a 10 personnages, plus 2 temps. Ça correspond aux 12 dimensions de l'espace-temps et 2 temps, c'est Kéros et Aion. Oui. Euh, et il y a quatre entités en fait qui représentent les 4 niveaux de la conscience. Voilà. Mhm. Du moins évolué au plus évolué. Alors, comme la théorie que je propose, elle passe par la compréhension du fait qu'il existe une réalité intermédiaire qui est la construction du futur, hein, parce que le futur, il existe déjà, mais il est modelé en permanence. Et ça, les physiciens n'ont pas encore attaqué ça. Moi, je le fais intuitivement, enfin, je pourrais même dire numériquement. Euh, Donc, c'est important de comprendre ce qui se passe dans le futur et qu'il règne, il règne ces 4 étages dans le futur en tant qu'influence. Donc, les influences les plus basses et les influences les plus hautes. Et notamment, le futur étant composé d'éther, hein, ça renvoie, enfin, la physique de Nikola Tesla est assez proche de la physique que j'entrevois pour décrire la dynamique du futur. Donc, il fallait qu'à un moment donné, j'introduise Tesla dans le livre comme étant porteur d'une nouvelle vision de la physique qui n'existe pas, qui n'est pas encore à l'œuvre au niveau académique. Et puis, j'avais envie d'introduire le personnage de Thalès, qui vient du fait que Thalès, donc, il a un super fusil qui permet de verrouiller automatiquement sur sa cible grâce à l'intelligence artificielle, parce que j'avais travaillé là-dessus il y a Ah, longtemps. Hein. excusez-moi, vous avez dit Thalès, mais je crois que vous vouliez dire Salté, non? C'est ça? Alors attendez, Celui qui a je le suis fusil. parti, je suis parti de l'idée, tiens, il va falloir que je parle de Tesla, et de l'idée qu'il va falloir que je parle de Ah, Thalès. c'est Thalès, pardon, Alors excusez-moi. j'ai enlevé le H de Thalès, j'ai fait Thalès, Tesla, et j'ai vu, tiens, on pourrait peut-être faire chercher des anagrammes. Et j'ai trouvé donc Salté et Altesse, et ça correspondait parfaitement aux 4 niveaux. Aux 4 niveaux, donc Salté, c'est le niveau le plus bas. Euh, on peut penser éventuellement aux bases astrales. Mhm. C'est le niveau vraiment organique, où là, il n'y a pas la conscience, elle n'est pas du tout éveillée. Thalès, c'est le niveau de la conscience réflexive,
où là, l'humain n'est pas forcément euh, éveillé, mais bon, il est exécutant, il est quand même conscient, il a quand même une mission, il a quand même. Donc, ça, c'est la mission de Thalès qui joue le rôle de gardien. Enfin, tous les quatre jouent le rôle de gardien. Ensuite, il y a Altesse, qui est un peu comme une sorte qui est une sorte d'esprit de la nature évolué, hein, l'esprit du vent. L'esprit Oui. du vent, où là, on est face à des énergies qui sont positives, mais ça reste encore des énergies qui ne sont pas de véritable conscience. Enfin, ça représente quand même le lien avec la dimension supérieure qui est incarnée par Tesla. Tesla qui est vraiment l'esprit qui veille sur l'évolution de la planète. Et voilà, et bon, ça reflète un peu les quatre niveaux de la conscience avec ces quatre entités, dont dont deux semblent négatives. Enfin, il y en a une qui est vraiment négative, c'est saleté. Thalès semble négatif parce que lui, il cherche à conserver le statu quo, il cherche à empêcher les gens de s'éveiller parce que sinon c'est trop dangereux pour le parc. On ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas reprocher à Thalès d'être menaçant parce qu'en en fait, il veille aussi à ce que l'équipe n'aille pas trop vite vers la révélation, parce que si la révélation euh, de la nature de l'humain, etc., va trop vite, l'humanité serait déstabilisée. Bon, ça c'est la référence au fait que, par exemple, on le voit vers la fin du livre, hein, la question des ovnis, mais la question de tous les phénomènes aussi extraordinaires. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer cette présence. Donc il ne faut pas aller trop vite, donc on a besoin de gardiens. Et Thalès ne joue pas un rôle si négatif que ça parce que il incarne ce gardien. Et puis ensuite, après, avec Altesse et Tesla, là, on est devant des entités qui, au contraire, représentent, sont un lien vers la meilleure évolution possible de l'humain. Il dit, page 84, je suis l'esprit des entités que vous avez rencontrées. Lorsque vos intentions ont rejoint les miennes, l'énergie résultante a pris les formes que je ne pouvais pas incarner, ne pouvant descendre au niveau vibratoire requis. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas longtemps, etc. C'est Ça. la rencontre dans l'histoire, elle est géniale avec Tesla. Et puis après, il se lance dans des explications aussi extrêmement riches. Oui, elle est aussi superbement illustrée. Enfin bon, ben, toute la BD est superbement illustrée par Benoît. Je fais de loin parce que je voudrais pas spoiler, mais il y a de magnifiques couleurs Ouais, l'arrivée de Tesla, non mais magistrales. Benoît, c'est ça. En plus, c'est sa première BD. Hein. Ah oui. Franchement, c'est un génie. Ouais. C'est un génie de l'illustration. Là, j'avoue que pour arriver à décrire ces concepts-là, c'est costaud, hein. C'est vraiment Mm. costaud. Ah, Tesla dit autre chose, si je puis me permettre. Il dit que il révèle en quelque sorte, même si Luc le savait déjà, mais que l'univers est un hardware de Dieu. C'est une Mm. entité organique dont vous êtes de minuscules cellules. Vous êtes les cellules de l'univers. Et vous êtes le Mm. Dieu de vos cellules et vous êtes les neurones de Dieu. Mm. Alors ça, j'ai quand même pompé cette affirmation euh, à laquelle j'adhère bien sûr dans un livre. J'ai voulu quand même faire une référence à un livre où il y avait cette affirmation, un livre de Didier Van Kovlart, Au-delà de l'impossible, où il décrypte les paroles d'une médium, qui en l'occurrence est Geneviève Delpech, je crois. Enfin, il y en avait une autre, mais je crois que c'est elle, euh, pour, euh, pour faire parler Tesla. Et moi, j'ai quand même été assez séduit par ces paroles de Tesla dans ce livre parce que ça correspondait à ma vision. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais être sincère, je vais tirer mon chapeau, quoi. Voilà, et je vais citer ces paroles à peine légèrement adaptées pour les mettre à ma sauce. Et voilà, ça vient quand même il y a quand même une référence
au livre Au-delà de l'impossible de Didier Van Kovlart. D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais vous poser parce qu'on connaît votre parcours scientifique, académique, mais on connaît peut-être un petit peu moins vos sources, vos références plutôt dans le domaine de la spiritualité. Alors, je sais que vous avez travaillé, vous avez fait une conférence sur ce livre, enfin, en tout cas, vous l'avez étudié, Oui, donc ça fait oui. partie de vos influences. Mm. Costaud aussi. Personnellement, je m'y suis replongé un petit peu là pour essayer de retrouver. Parce qu'il y a il y a des symboles aussi dans la bande dessinée qu'on retrouve un petit peu les triangles. On les retrouve dans différentes littératures Oui. évidemment, mais je me suis dit, est-ce que ça viendrait pas de là? Donc c'est pour ça que j'ai creusé un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres influences comme ça dont vous pouvez nous parler qui ont permis de nourrir justement la fabrication de cette BD? Oh, moi, j'ai vraiment été influencé par le livre Les dialogues avec l'ange dès le départ. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire des expériences sur la synchronicité pour les provoquer, etc. Et puis ça a tellement bien fonctionné que ça m'a marqué, hein, que j'en ai fait la base de mon premier livre. Et ensuite, c'est pas, disons qu'en fait, moi, je lis beaucoup. J'ai lu, parce que je lis un peu moins aujourd'hui, parce que je suis tellement sollicité. Mais j'ai lu beaucoup, et depuis mon enfance, j'ai une démarche d'assimilation, de maturation de mes lectures depuis mon enfance. Intuitivement, j'ai cette démarche qui consiste à lire et ne pas être du tout dérangé par toutes les contradictions que je peux avoir, que je peux lire. Ne pas être du tout être dérangé pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux ce que je lis. Je lis tout, j'essaye de sentir un peu la validité, mais dès que j'ai compris quelque chose, ah oui, ça c'est vrai, j'en suis sûr, dès que je sens que dans une lecture, l'auteur il a vu juste, je m'empresse de l'oublier. Ça, c'est. Oui, oui. D'accord. Je m'empresse de l'oublier parce que sinon, il va y avoir un attachement à une référence qui va ensuite conditionner tout le reste de ma pensée. Et les autres possibilités d'attachement à d'autres références vont. Ah ben non, non, ça, c'est pas compatible avec. Et donc, ça, c'est court-circuiter le travail inconscient du cerveau si on fait ça et le mental conscient s'empare de la connaissance et il ne peut pas finalement l'assimiler correctement. Alors que si vous décidez de vous contenter simplement de l'impact émotionnel d'une vérité, en la rejetant, en décidant de la rejeter, vous pouvez encore avoir d'autres impacts émotionnels, d'autres vérités. Et bien sûr, elles vont être contradictoires, mais votre cerveau va faire un travail inconscient et puis un jour, Eureka, ça y est, vous avez réuni tous les maillons. C'est-à-dire que Hmm. si je vous réponds comme ça, c'est parce que je n'ai pas une référence particulière à citer. Si je cite d'ailleurs les dialogues avec l'ange, c'est parce que c'est le livre qui a quand même été décisif, mais j'en ai lu plein d'autres, plein. Et j'ai jamais pu croire vraiment ce que je lisais. J'ai toujours rejeté systématiquement toutes les informations que j'ai lues dans mes lectures en conservant plus que du scepticisme. Par contre, je me suis laissé imbiber par l'impact émotionnel de ce qui me semblait être des vérités. C'est tout. Et comme c'est l'émotion qui mémorise, il y a un travail dans l'inconscient qui s'ensuit. Et c'est ça la vraie intelligence, hein, qui permet donc de ensuite petit à petit mûrir l'information et ça y est, Eureka, on trouve comment l'espace-temps est configuré, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ces histoires, qu'est-ce que c'est que ces histoires de perception, qu'est-ce que c'est que ces histoires de connexion, etc. Et on finit par y voir clair. Hmm. Et d'ailleurs, effectivement, dans cette bande dessinée, on a des perspectives et des points de vue parfois que moi j'avais jamais vu nulle part. Donc ça demande ça demande d'avoir cheminé seul en fait quelque part pour pouvoir produire, je pense.
J'encourage tout le monde à découvrir parce on aura l'occasion d'en parler, mais par exemple, le point de vue à l'intérieur de la soucoupe, pour pas en dire plus, Oui, il est exceptionnel. Il est oui, extraordinaire. Et il est appuyé par des théories, voilà, des choses que vous avez oui, évidemment déduites voilà, oui. de votre pensée, quoi, si je puis dire. Bon, on y reviendra donc. Euh, il y a tellement de choses, franchement, moi, je me suis vraiment plu énormément à lire cet ouvrage. Alors, il y a un moment très important, effectivement, c'est quand je suis en page 98, donc je suis au chapitre 9, quand on parle comment dire, de Kairos et de Ion, et bien de l'influence du guide et je sais plus sous les yeux, mais du conducteur, finalement. Lucas, ouais. Et donc là, on arrive déjà à une autre étape, puisque on n'est plus dans dans la réalité construite uniquement par la collectif, par le collectif, par les consciences collectives. On arrive Mm. sur un pivot où on a deux espaces-temps euh, qui sont Enfin, complémentaires, quoi. deux multivers, hein, Oui, c'est ça, pas pardon. deux espaces. Oui, pardon. C'est ça. Deux multivers dont l'un est un espace-temps agrandi parce que avec toutes ses potentialités et puis aussi agrandi par toutes ses densités, hein, parce que notre espace-temps il n'est pas unique. Hein. Il y a la notion de densité qui est très importante sur laquelle il faudra revenir. Mhm. Donc ça c'est qui est de notre côté et puis de l'autre côté. Donc, l'univers miroir, conjugué, jumeau, anti-univers, monde des idées de Platon, monde imaginal, etc. Tout ça, c'est la même chose. C'est le vide, c'est la structure du vide, d'où l'on puise justement toute l'information qui permet de construire notre réalité. Ces deux multivers sont associés, hein, ils fonctionnent en cycle. L'un engendre le premier qui engendre, voilà, ils s'engendrent mutuellement. C'est-à-dire que notre réalité qu'on appelle le monde créé est créée à partir d'un monde créateur, mais à partir du futur, et via l'information vient d'un monde créateur et arrive dans notre monde à partir du futur, et notre réalité est recyclée dans le passé, par l'intermédiaire des trous noirs d'ailleurs, dans le monde créateur. Et nous, c'est le monde créé. Et ces deux mondes ont des physiques complètement différentes, enfin, les mêmes, non, enfin, la physique est la même, mais le temps est inversé, ce qui crée des propriétés complètement différentes. C'est-à-dire que dans notre monde à nous, il est collectif et il est local. Et le monde miroir, il est individuel et vibratoire. Et donc le concept que j'essaye de faire passer, c'est qu'on peut vivre exactement les mêmes situations dans l'autre monde que dans notre monde, mais étant donné que les propriétés sont différentes, ça ne va pas se passer de la même façon. Nous, pour se réunir dans notre réalité, on est obligé de respecter la localité. Si on veut réunir un certain nombre de personnes, bah, il va falloir que chacun prenne l'avion, la route, la voiture, la marche, etc., pour finalement assister à une réunion. Tandis que de l'autre côté, la même réunion, il n'y aura pas la contrainte, tout fonctionne par la pensée, il n'y aura pas cette contrainte de déplacement, et c'est la vibration qui va mettre en place à la fois la réunion et son environnement. Voilà, c'est un peu ça l'idée, sachant que le vibratoire, l'information vibratoire est ce qui crée l'espace. Il faut savoir que tout ce qui est... on peut transformer n'importe quelle vibration, c'est-à-dire n'importe quel signal, en espace. Voilà. Mais donc les lois sont différentes, parce que l'inversion du temps a pour effet de créer d'un côté un monde anthropique, où la réalisation de ce qu'on pense est très lente parce qu'elle est collective, alors que de l'autre côté, on a un monde néganthropique où la réalisation de ce qu'on pense est immédiate car individuelle. Ça, c'est le concept magique. C'est Mhm.
le point essentiel que j'essaie de faire passer à travers cette BD, parce que ça permet de comprendre tous les phénomènes inexpliqués, tels que les états de mort imminente, les projections de conscience, perception extrasensorielle, synchronicité et même les ovnis. Voilà. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui sont aujourd'hui avérés, pas forcément compris, mais en tout cas reconnus officiellement, étudiés scientifiquement, et on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et ce sont les informations que l'humanité doit prendre en compte, la science surtout, pour modifier notre vision de la réalité. Et donc là, c'est un point essentiel, théorique, hein, parce que j'ai pas de preuves, c'est un modèle. Mais moi, qui me séduit tellement que je suis obligé je ne peux pas ne pas le partager. Et j'ai voulu partager ça dans la BD. Et puis ça colle parfaitement avec l'idée des quatre mondes, enfin des quatre niveaux de la conscience. Enfin, la conscience, elle a trois niveaux, mais il faut rajouter l'esprit. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais... Bah, pour moi, c'est clair. Alors, si je peux rajouter quelque chose là-dessus pour vous demander ce que vous en pensez. Euh, Récemment, j'ai retenu une citation de William Buhlman qui est vous savez, qui travaille sur les sorties hors du corps et tout ça. Mm. Et lui, il disait que l'une des causes ou des raisons de l'incarnation sur ce plan-là, donc sur le territoire local, voilà, c'est Ouais. d'affiner nos pensées. Parce que de l'autre côté, comme tout est pensée, tout est intention, Mm. une âme ou une entité immature pourrait faire n'importe quoi et dérégler Exact. l'ordre. Complètement. Voilà. Bon, ben, alors, je vais aller dans ce sens-là. L'incarnation de l'âme, elle est nécessaire et utile dans une réalité collective parce que les réalités fabriquées collectivement, elles sont extrêmement riches. On mélange tous les niveaux, on mélange tous les niveaux de conscience, etc. Et ça permet, le fait de fabriquer, ça permet de faire des grandes choses. On peut pas créer une cathédrale si on n'est pas dans une réalité qui est un collectif. On ne peut pas créer une cathédrale de l'autre côté. Bon. Par contre, elle va quand même être recyclée de l'autre côté. Et donc, notre réalité, elle impose la dualité, donc le bien et le mal, qui sont des illusions, mais elle est très riche. Et l'expérience de l'âme à l'intérieur de cette réalité affine effectivement l'âme, l'affine, un peu comme affûte même l'âme. Et de ce fait, arriver de l'autre côté, l'âme, dans le monde créateur, l'âme peut vivre une expérience qui est très riche. C'est-à-dire que la richesse de l'expérience vécue dans l'au-delà est d'autant plus importante que l'âme est expérimentée. Alors que si l'âme est peu expérimentée, d'abord si elle est peu expérimentée, elle peut ne pas arriver à contrôler ses peurs, elle peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas du tout évidentes. Et puis surtout, la pauvreté du vécu de l'autre côté qui proviendrait d'une âme qui n'a pas d'expérience, c'est pas franchement, c'est pas franchement idéal. Il vaut mieux s'incarner là, tu vois. Enfin, l'incarnation, elle est utile pour les jeunes âmes. Elle est fondamentale. Hum, Par contre, c'est beaucoup mieux quand on est une vieille âme de vivre de l'autre côté, quoi. hum. Hein, on appelle ça le paradis. Ouais, exact. Et Voilà. d'ailleurs, on voit dans le chapitre 10 un petit peu je sais pas même pas comment dire ça, mais disons déjà on est plus soumis aux lois de la gravité, on se déplace extrêmement Voilà. vite, Ouais. tout est créateur finalement, la pensée est créatrice. Ouais. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et alors il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement subtil et intéressant, c'est que vous dites, donc ici on est dans un territoire local et collectif de conducteurs, de l'autre côté, derrière l'abîme, ce serait le territoire non local de nos guides, où l'on peut se réunir qu'en partageant une même vibration. Et là, Luc C'est ça. répond, oui, celle du lieu partagé. Oui, C'est-à-dire qu'effectivement, si chacun y va de sa vibration, on risque pas de se retrouver finalement. Et finalement, c'est le lieu qui fait le point de réunion, si j'ai bien compris. c'est ça. C'est dingue. Ben oui, si on vibre l'envie de, si on vibre l'idée qu'on se fait de quelqu'un, on va se retrouver avec ce quelqu'un. Mm. Mais on ne peut pas vibrer
l'envie d'être avec quelqu'un, enfin non, il y a trop de monde là. Donc il faut vibrer l'envie de se retrouver dans un lieu bien défini. D'accord? Alors, précisons ce que signifie vibration. Il ne s'agit pas de fréquence, c'est beaucoup trop simpliste. La conscience, elle est multidimensionnelle. Elle a 6 dimensions vibratoires quand même. Bon, on va dire au moins 3. Et avec 3 dimensions vibratoires, on peut reconstruire toute la richesse d'un espace, rien qu'en y pensant. Mhm. D'accord? Et c'est ça qui permet, on est sur du vibratoire multidimensionnel, et qui ne se limite pas à des fréquences, hein, qui contiennent de l'information vibratoire, comme un signal n'est pas forcément que sinusoïdal, mais un signal est quelque chose qui peut être assez compliqué, mais c'est quand même des vibrations. Les mathématiques ont démontré que tout signal est la somme de vibrations élémentaires. Donc, une vibration, c'est une somme de vibrations élémentaires. Et en contexte multidimensionnel, en plus, ça rajoute des dimensions qui font que, en fait, ce qu'on appelle vibration, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe et puissant que simplement ce qui résulte de la syntonisation d'une station de radio. Voilà, mais c'est un peu le même principe quand même, hein. C'est-à-dire que on, on veut aller quelque part, c'est un peu comme si on change de station de radio, sauf que, comme je vous disais, une station de radio, c'est basé sur des sinusoïdes, c'est pas très riche comme possibilité, alors que la notion de vibration multidimensionnelle, c'est beaucoup, beaucoup plus riche que ça, puisque c'est un ressenti qui est capable de dépeindre tout un environnement. Et donc, on se réunit de l'autre côté en vibrant la signature du lieu. Et ceci est tellement vrai que c'est aussi on en reparlera peut-être, que c'est aussi le mode de fonctionnement des ovnis, hein. Mhm. Les ovnis se déplacent vibratoirement sur le même principe, D'accord. par la pensée, quoi. Par la Ouais, ouais. pensée. Bah, par la pensée, ouais. Enfin, ouais. On voit, vous expliquer, on y reviendra peut-être, que enfin, c'est ça qui est génial aussi, c'est que les ovnis peuvent être une extension du corps du pilote, ou de la pensée du C'est ça. pilote. Mais je pense que la trajectoire via un point vibratoire GPS, si je puis dire, c'est encore une autre idée. Oui, Mais non, les deux sont vrais. non, voilà. Le GPS, c'est plutôt pour décrire notre trajectoire future dans l'espace-temps. Bon, d'accord. Mm. Euh, on va pas trop en dire sur le chapitre 11 peut-être parce que c'est la fin du chapitre. Bon, on va tout de suite aller dans les épilogues voilà, c'est vraiment le truc marrant, enfin ludique, intéressant. On est sur l'inexploré. Moi, en tout cas, enfin, il y a beaucoup de choses que je découvrais grâce à vous dans ces épilogues-là. On est dans le pilotage d'un ovni. Mm. Et là, Mm. on comprend, alors, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut, par la pensée, par la conscience, piloter un vaisseau, grâce à une Mm. colonne que vous appelez la colonne, je ne sais plus, vibratoire ou un truc comme ça. Je l'ai noté. Cristalline. Cristalline, merci. Le cristal, sans doute pas anodin non plus. Là, je n'ai pas tout expliqué dans la Ouais. BD parce que, mais Il y les a... cristaux ont des propriétés multidimensionnelles Mhm. qui leur permettent de vibrer dans toutes les dimensions de l'espace-temps, c'est-à-dire pas seulement dans 4 dimensions, mais aussi dans les autres dimensions, qui sont les dimensions de la conscience, et en plus dans les autres temps. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'un cristal, par exemple, un cristal, ce qu'on appelle un cristal temporel, est capable de perpétuer sa structure dans le temps sans que ce soit un mécanisme anthropique qui crée euh, linéairement la suite de la répétition de sa structure. C'est-à-dire que si la structure d'un cristal se répète dans le temps, c'est pas parce que c'est le temps qui répète sa structure, c'est parce que c'est
dans un autre temps, sa structure se répète comme dans l'espace. Mhm. C'est-à-dire que ça ne répond pas à la thermodynamique, ça ne répond pas à la dynamique du temps. Mhm. D'ailleurs, c'est normal, ce sont des propriétés quantiques, et on sait que les propriétés quantiques, elles se déploient hors du temps. C'est-à-dire un objet quantique, ce n'est pas un objet qui évolue dans le temps. Un objet quantique, c'est quelque chose qui est situé hors du temps. Et donc, c'est hors du temps que la structure cristalline temporelle des cristaux se déploie. Et c'est aussi ça qui fait que, parce que comme elle se déploie dans le futur, elle peut être impactée par la conscience. Parce que on imagine mal, voilà, là j'ai un cristal, là, si ce cristal il évolue là dans le, si c'est maintenant que je veux copier quelque chose dedans, c'est pas possible, c'est inconcevable. On le voit pas, vous pouvez le montrer. Je sais que c'est pas Merci. Ça n'aide pas au discours, mais voilà. Oui, d'accord. C'est inconcevable. Mhm. C'est inconcevable qu'il puisse s'imprégner de mon état de conscience là, maintenant, ça c'est pas possible. Il faut bien comprendre que il existe déjà dans le futur sous une forme qui n'est pas celle que je perçois. Et il vibre dans les dimensions supplémentaires dans le futur, et c'est ça qui permet à ma conscience de l'impacter. Mhm. Bon, ça c'est, on va dire, la base. Donc un cristal est capable de vibrer dans le futur, dans les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, et qui sont les dimensions de la conscience. Donc un cristal est capable de mémoriser une intention. Voilà. Et pour peu qu'ensuite on l'excite d'une certaine manière, bon, là, j'ai pas tout compris, hein, euh, ce cristal va répéter dans toute sa structure spatiale et temporelle l'information correspondant à cette intention. Donc ça va la stabiliser dans le temps. Et donc la personne qui aura réussi à impacter ce cristal dans le futur, elle n'a plus besoin d'y penser. Le cristal a mémorisé l'information intentionnelle. Et ensuite, si on dispose d'une technologie qui permet de transférer cette information vibratoire aux parois du vaisseau, on a un système vertueux qui se met en place, la structure cristalline, les parois du vaisseau. Alors, il faut que les parois du vaisseau aient des propriétés vibratoires particulières, hein. La conscience du pilote, et tout ça crée la situation où le pilote se retrouve avec un corps augmenté. Parce que le corps, c'est ce qui fait que, par exemple, je perçois mon corps et je ne perçois pas les lunettes, là. Les lunettes, c'est un objet, c'est pas moi. Ça ne fait pas partie de moi. Mais mon corps, aïe, si je me pince là, d'accord, c'est parce que j'ai une structure vibratoire qui s'étend à tout mon corps. C'est un truc qui n'est pas encore tout à fait bien compris, hein, des scientifiques. Et ben, dans le cas d'un vaisseau, cette structure vibratoire s'étend à tout le vaisseau, et, euh, et ça engendre en plus, bon, le cristal, une fois excité, va émettre, ce sont des ondes scalaires qui correspondent à des ondes de torsion émises dans l'éther. Dans notre réalité, ça correspond à des ondes scalaires. Ça va maintenir l'état quantique des parois, et du coup, l'OVNI va pas pouvoir être intégré à l'espace-temps parce que le système de décohérence qui a pour action d'intégrer un objet à l'espace-temps ne va pas pouvoir avoir lieu. Bon, je vous dis tout, je sais que je ne peux pas être compris parce qu'il y a trop de concepts là. Je, Ça je me vous donne, rassure. je vous donne les mots-clés. Les mots-clés. Je vous donne simplement les mots-clés pour comprendre la technologie. Mhm. C'est une technologie qui est capable de se libérer du phénomène de décohérence. Donc, l'engin ne peut pas être intégré à l'espace-temps, et en conséquence, son temps est dilaté, sa matérialité est dilatée. Il devient invisible et il se déplace par la pensée exactement comme une conscience sortie du corps peut se déplacer également par la pensée. C'est un peu comme si l'OVNI crée une situation où la conscience peut naviguer en emportant son corps physique.
parce que le corps physique comment dire, est dédensifié de telle manière que finalement la conscience peut emporter son corps. Hmm. Bon, voilà, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Bah, c'est top. Alors, il y a justement cette scène qui est un peu décrite ici. Pas besoin d'être compris immédiatement. Ce sont des informations qui ont besoin d'être mûries, maturées. Moi, quand je réalise cette BD, je nivelle toujours par le haut, de même que dans tous mes écrits. C'est-à-dire qu'en fait, la destination que je donne aux informations qui sont dans cette BD, bon, évidemment, c'est tout public, mais c'est quand même, je privilégie les scientifiques, et notamment les scientifiques les plus évolués, les plus compétents, les plus géniaux, pour les atteindre afin de les inspirer. Voilà. Parce qu'on va devoir comprendre ces choses-là, donc je préfère donner quand même les. Je suis bon pour trouver les astuces technologiques. Donc voilà, je fais de la divulgation, voilà, de ce que j'ai compris. Et c'est pas la destination du public essentiellement, c'est la destination des ingénieurs, des ingénieurs de haut niveau qui vont à l'avenir développer ça. Si c'est pas déjà fait, bien sûr. Bon. Ouais, en espérant qu'ils aient évidemment de bonnes intentions, puisque on peut imaginer ce que pourraient donner justement des technologies qui permettent d'aller à la vitesse de la pensée ou de diriger des trajets, enfin, ou de décider de trajectoires uniquement par la pensée. Voilà, il y a tout un. C'est là que justement, en fait, c'est justement difficile, très difficile de mémoriser une intention qui est faussée par une certaine malignité parce que ça devient quelque chose de trop complexe. Donc, les cristaux ont plutôt tendance à nettoyer Hmm, à rendre l'intention plus éthique. d'accord, intéressant. Ok. Hmm. Moi, Euh, je l'ai pas euh, mis dans. ouais, oui, oui, bah, j'imagine qu'il y a encore plein de choses. Mais est-ce que je peux vous poser la question de savoir toutes ces idées, vraiment, ça vient de déduction ou est-ce que parfois, peut-être dans un état méditatif, il vous arrive des choses peut-être du futur ou... Non, 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 c'est ça, j'ai horreur de divulguer des choses que j'ai pas longuement mûries. Et ça vient de déduction, hein. Ça Hmm, vient de déduction, ça vient de déduction, ça vient d'un travail de réflexion qui recherche la cohérence de sources d'informations extrêmement diverses et qui ramène toujours avec le lien avec la physique. bien sûr. Voilà. Ouais. Parce que, bon, en tout cas, même les non génies scientifiques trouveront leur compte, puisque le passage sur les ovnis coche toutes les cases des choses qu'on a pu entendre. Notamment bah, l'apparition, disparition en fonction de la densité, la capacité à Voilà. traverser des surfaces dures, tout simplement. Toutes ces choses-là, on les retrouve là expliquées finalement. Donc ça, c'est quand même assez génial. Oui, et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux ufologiques, on appelle ça, bon, enfin, qui peuvent pas supporter cette idée qu'il faut en passer par la conscience pour piloter un ovni. Ça, c'est Hmm. bah, même les ingénieurs. On vit dans une réalité encore matérialiste. Les gens, ils ont besoin de communiquer ce qu'ils ont compris. Bon, et si vous avez compris le lien entre l'OVNI et la conscience, c'est un peu difficile à communiquer, hein. Faut le faire en petit comité. Et donc, ce sont des idées qui vont avoir qui ont du mal à passer, hein. Il va falloir du temps, il va falloir que la physique reconnaisse ce que c'est que la conscience, arrive à modéliser ce que c'est que la conscience, comprenne que c'est la conscience qui est à la base de la réalité et pas la matière. Voilà, mais ça, c'est tout un enseignement. Bon. Mhm. Euh, un petit peu plus loin dans la BD, on arrive à la rencontre entre Luc et son guide. Euh, il y a quelque chose qui m'a percuté, comme si ça venait toucher une mémoire ou quelque chose. C'est que vous dites... alors il parle de... On est un peu on est dans le futur complètement, où son projet est déjà réalisé. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit, bah, son guide d'ailleurs, qui lui dit, ce qui est insignifiant n'est pas vécu. Mm. Ça, je trouve ça génial parce que
ça me parle, je sais pas pourquoi. Parce que bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, on fait quantité de choses insignifiantes qui nous prennent un temps fou. Oui. Et voilà. Et de l'autre côté, on peut s'imaginer qu'effectivement, on n'a pas besoin de faire. Voilà, on fait que des choses qui ont du sens finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Bah, je vais prendre par exemple, si vous voulez vous voulez aller d'un point à un autre, d'un paysage ou qui relie deux villes ou deux lieux, etc. Vous pouvez choisir. Soit vous prenez le plaisir de la balade, et donc vous aurez l'impression de marcher sur un sol, parce que ça fait partie des informations stockées par l'univers. Hein. Soit, bah non, vous n'avez pas envie, c'est insignifiant pour vous, le chemin qu'il faut prendre pour aller d'un point à un autre, et ben, vous y allez directement en pensée. Là, dans la BD, j'ai parlé du stylo. Bon, ben, la personne a besoin d'un stylo pour écrire un autographe. Bon, ben, il y a quelqu'un qui lui demande un autographe. Bon, ben, donc lui ah oui, mais j'ai pas de stylo. Bon, ben, il pense le stylo, paf, il l'a. Il C'était va pas aller le insignifiant. chercher. La recherche du stylo, elle est insignifiante. Ce qui compte, c'est l'autographe. Mm. Euh, et puis, donc, on lui demande un autographe pour la BD qui n'est pas encore écrite. Il ne l'a pas encore écrit. Donc, on explique que, ben non, mais ici, de l'autre côté, tout est déjà écrit. Et simplement, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas encore forcément écrit d'une manière définitive et qu'on peut encore avoir un impact sur le contenu d'une BD ou d'un livre avant qu'il soit terminé. Enfin, en tant que guide. Mm. Parce que c'est la conséquence du fonctionnement vibratoire. Conséquence du fonctionnement vibratoire, c'est qu'on peut passer outre l'espace. Hein, c'est comme si, parce que dans le vide, puisque c'est le vide, hein, l'au-delà c'est le vide, les trous de verre foisonnent de partout. Et qu'est-ce que c'est qu'un trou de verre? C'est quelque chose qui permet d'aller d'un point à un autre, comme s'il n'y avait pas il y avait pas de distance entre les deux. D'accord? Oui. C'est Bah, c'est ce qui se passe dans le voyage astral aussi, il me semble. voilà. On se déplace à la vitesse de la pensée. Parce que Mhm. on peut même se poser la question de savoir si on se déplace en fait. Est-ce que c'est pas les Ben choses oui, qui. c'est parce qu'il n'y a pas de différence entre aller vers ou voir venir vers soi. Il n'y a C'est ça. pas, il y a pas de différence. Après, c'est de la Il faut discrimination d'expérience. C'est ce qu'on veut vivre ou oui. pas, en fonction de l'intention, quoi. Mm. Mm. Et tout ça est remarquablement expliqué dans la BD également. Donc, bah voilà. En tout cas, juste une dernière chose sur la BD à proprement parler. Moi, il y a quand même un truc que je n'ai pas très bien compris. Il y en a plusieurs, je vais être honnête, mais là, j'aurais voulu avoir vos lumières. Sur l'antimatière, les propriétés de l'antimatière, j'essaie de retrouver le passage. Oui, c'est ça, c'est que euh, à un moment donné dans la BD, il est dit que le Big Bang recycle l'antimatière. Ah non, c'est une question. Oui, Non, attendez, je reformule. À un moment donné, il est dit, par Tesla d'ailleurs, que le Big Bang, c'était pas la création de l'univers. Ça fonctionnait comme une oui, fontaine blanche. Et en c'est fait, ça. il est question de recycler, grâce à cette fontaine blanche, quelque chose. Et c'est là où moi, j'ai perdu pied un petit peu, j'ai pas bien compris quelle était la fonction de cette lumière blanche, cette fonction du Big Bang, en fait, dans cet univers où, je le rappelle, on est dans l'antimatière, on est de l'autre côté. Hein. Alors, la fontaine blanche ou trou noir, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Si on se place du côté du monde de créateur, c'est une fontaine blanche. Si on se place de notre côté, c'est un trou noir. D'ailleurs, c'est marrant parce que alors ça tombe bien parce que depuis l'année dernière et même depuis récemment, parce qu'il y a plein de nouvelles publications qui fusent. Là, j'ai vu passer récemment, j'ai failli faire un post là-dessus, une publication qui propose que finalement, vu les derniers résultats de la sonde, je ne sais plus quelle sonde, enfin une sonde qu'on envoie, une sonde et un télescope, non, le télescope, je ne sais plus quoi. Je le trouverai, je le mettrai. Oui, voilà. Vu les derniers résultats, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des galaxies, même d'immenses trous noirs,
Et ça, ça pose un énorme problème à tous les modèles qui expliquent la création des galaxies, etc. Et donc, il y a les gens qui pensent que bon, ben, il faut revoir tous les paramètres pour que la physique permette d'expliquer comment ça a pu se créer aussi rapidement dans l'histoire après le Big Bang. Et il y a des théories tout à fait sérieuses publiées dans des revues à comité de lecture qui disent que, mais on pourrait très bien être à l'intérieur d'un immense trou noir. D'accord. Être à l'intérieur d'un immense trou noir, ça veut dire que eh ben, soit le Big Bang correspond à un effondrement, soit qui correspond à un passage vers un autre univers, soit qui correspond à autre chose. Mais bon, et en plus, on sait qu'un immense trou noir, ben, un immense trou noir, il va pas du tout détruire l'information qu'il absorbe, un peu comme dans le film Interstellar. Et donc, le Big Bang pourrait très bien être un passage de toute l'information de la création qui se trouve jeune, hein, jeune dans la création, de l'autre côté, de là. Et après, bon, il suffit de comprendre que on n'est pas en train de créer le futur dans le temps, que le temps n'existe pas et qu'en fait le futur vient vers nous. On n'a pas encore compris ça. Si on comprend que le futur vient vers nous et que l'information du futur, elle descend dans le passé et que finalement elle est recyclée par l'intermédiaire des trous noirs dans d'autres univers, ça éclaircit tout. Et D'accord. donc la récente théorie qui vient d'être publiée sur le fait que notre univers pourrait être à l'intérieur d'un immense trou noir créé par un univers parent, comme ils disent. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'univers parent. Enfin, bon, pour arriver à justifier actuellement, d'après la physique qu'on connaît, qu'on pourrait être à l'intérieur d'un immense trou noir, on est obligé de supposer qu'il a été créé par un univers parent, ce qui me paraît fou. Mais si on dit tout simplement que la création vient du futur, ben, ça résout le problème. Voilà. Et donc, les récentes confirmations expérimentales et modèles pour expliquer les anomalies de ce télescope confirment la théorie qui est dans la BD. Parce que Xénon, il corrige. Xénon, à un moment donné, le dit. Il dit exactement ça. Il dit que tout est recyclé chez nous. La création se fait du futur vers le passé, le Big Bang et les trous noirs de toutes les échelles et densités la recyclent vers mon monde créateur. Ce sont nos intentions captées dans le monde créé qui font évoluer ton univers hors du temps. C'est ça. Bon, ben là, c'est hyper. Ce petit paragraphe, il contient tout ce qu'il faut comprendre. Bien sûr, sur ce que j'ai compris. Hein, j'ai pas, on a le droit de dire que je délire, etc. J'ai pas de preuves euh, expérimentales. C'est juste que le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui consiste à faire la synthèse de tout ce que je peux lire, m'a conduit de manière à proposer cette chose, ce modèle que je trouve vraiment très, très puissant et très séduisant. Mais bon, tout le monde peut se tromper. Hein, mais bon, Mhm. c'est- En tout cas, il fait sens et puis ben, on attend qu'il y ait des contradictions, des contradicteurs peut-être. Ce serait intéressant. oui, oui. Il y a une autre phrase qui résume un petit peu tout ça, et justement dans l'urgence, je crois que c'est lui qui demande une phrase pour résumer. Et vous dites: le pic de l'esprit, c'est la cristallisation sous forme d'antimatière de l'amour cosmique sans forme, Hum, qui exprime de cette façon la connaissance universelle issue de la création. Et alors hum. je suis pas sûr que cette notion d'amour cosmique, on en ait beaucoup parlé avant. Donc vous introduisez cette idée que l'amour cosmique finalement prend la forme d'antimatière et bon, ça y est, je suis perdu. Euh, Voilà. On en a un peu parlé ici, non, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais on en a un peu dans la BD, on en parle un peu de l'énergie de l'amour dans, je ne sais plus quel chapitre, je crois que c'est le chapitre où il y a Altesse. Bon, ou que ce soit, bon, enfin bon, oui, ça n'a oui, pas d'importance. si, si, je me souviens. L'amour cosmique, c'est l'énergie du vide en fait. C'est pas l'énergie du vide physique, pas l'énergie de physique. C'est
le- l'amour est la substance fondamentale de l'univers. En fait, la joie est la substance Mm. fondamentale de l'univers. L'amour, comme le disait Spinoza, c'est la joie associée à l'idée d'une cause extérieure. Il faut juste comprendre ça, qu'on on vit dans un univers qui, au niveau de la source, contient l'énergie vibratoire la plus pure qui correspond à l'amour ou la joie. En fait, Et mais par contre, ça ne permet pas de créer, ça permet pas de, c'est bien gentil, mais l'amour et la joie, ça ne permet pas de créer. Et que pour créer, bah, il faut créer des réalités collectives dans lesquelles il va y avoir une densification de vibratoire et que tout ça, ça va donc ça va faire descendre en vibration et créer la dualité qui est le bien et le mal. Et là, bon, bah, l'amour, il a été fortement un peu comme, alors j'utilise l'analogie, par exemple, l'eau, elle est pure. L'eau, elle est pure, mais si l'eau, elle circule sur un terrain qui est sale, elle finit par être dégradée, puis elle devient dégueulasse. Et ben, c'est pareil avec l'amour ou la joie. La source d'amour ou de joie, c'est la source vibratoire authentique, initiale de l'univers, mais en circulant dans les couloirs du temps, en descendant dans les couloirs du temps, ça se transforme en tout le registre émotionnel qui va du pire vers le meilleur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que les physiciens doivent comprendre que tout ce qui est d'ordre émotionnel, c'est la conscience, c'est de l'énergie. C'est pas, ça doit être étudié par les physiciens, pas par les neuroscientifiques. Les neuroscientifiques sont complètement pas armés pour arriver à comprendre les émotions. mm, Les émotions, c'est quelque chose qu'on peut mathématiser, hein, littéralement. Les émotions, c'est quelque chose qu'on peut modéliser en utilisant des vibrations multidimensionnelles. Voilà. D'ailleurs, il existe une échelle des émotions. Bon, il y a un petit côté New Age là-dedans que j'aime pas trop, où on les associe à des fréquences. Donc les fréquences basses correspondant aux émotions négatives et les fréquences élevées correspondant aux émotions positives. En réalité, c'est un peu simple, c'est très simpliste parce qu'il n'y a pas qu'une seule dimension, il y en a trois. Si on veut comprendre, par exemple, la différence entre comment dire, dans les émotions élevées, il y a, j'ai problème de mémoire, ou j'ai des difficultés à choisir plutôt. Euh, la différence entre la sensation de paix, la sensation de joie, la sensation de la gratitude, ces choses-là. Bon, on a du mal à dire bon, pourquoi la paix serait une plus haute fréquence, etc. Pourquoi la gratitude serait. Enfin, c'est pas, ça m'a pas l'air bien. Moi j'aime pas trop. Hein. Bon, on peut simplifier en disant bien sûr, mais en fait c'est parce qu'il y a plusieurs dimensions. Donc il faut prendre la dimension énergétique, la dimension mentale et la dimension émotionnelle. À ce moment-là, on fabrique une échelle à trois dimensions où là, on va pouvoir faire la différence entre la paix, la gratitude, mm. toutes ces choses-là. Et donc, c'est pour ça on peut étudier ça scientifiquement, bien que le problème est qu'on n'a pas d'instrument de mesure pour identifier tout ce qui est de l'ordre de la conscience. Et ça vient du fait que la conscience, elle est dans le futur proche. Et que nous, on ne peut mesurer que ce qui est dans le présent. Mais notre conscience, elle s'étend dans le futur proche. C'est pour ça qu'on ne peut pas détecter les chakras, qu'on ne peut pas détecter l'aura, etc. Parce qu'il n'y a pas d'instrument pour mesurer ce qui se trouve dans le futur. Par définition, puisque le une fois que c'est dans le présent, bah, tu peux plus. Voilà, j'en dis trop là. Je dis même des choses qui ne sont pas dans la BD. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est super intéressant. Et puis, moi, ça me rappelait aussi, puis on terminera un petit peu là-dessus pour la BD, mais dans les expériences de mort imminente, il y a toujours des constantes qui sont la lumière, l'amour et la conscience, quoi, l'information. Et c'est drôle parce que l'amour cosmique, c'est presque comme une texture, en fait. C'est comme par défaut dans l'univers, finalement. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est C'est étrange, quoi.
L'amour, alors pourquoi je dis l'amour cosmique sans forme? C'est parce que la forme, c'est encore autre chose. La Mhm. forme, c'est du côté mental, hein. Oui. Bon, enfin, l'amour, l'amour, on peut associer à la vibration la plus haute avec la joie. Mais après, il faut la connaissance, parce que si un amour qui est sans connaissance va faire n'importe quoi par amour, ça va faire le mal presque. Mhm. Inversement, une connaissance sans amour va aussi faire n'importe quoi. Donc il faut qu'il y ait l'équilibre entre les deux pôles, l'amour qui est du côté émotionnel et le mental. Ça, ce sont la conscience, elle a trois pôles, hein. D'ailleurs, la conscience, c'est l'espace, Oui. euh, qui a trois dimensions. Mais ces trois dimensions, plutôt que de les voir euh, comme de l'espace, on peut aussi les voir comme des centres indépendants. Trois centres indépendants, mental, émotionnel, énergétique. Énergétique, c'est la conscience du temps présent D'accord. qui ressort. L'énergétique, c'est la pointe de l'iceberg de la conscience. La conscience, elle est comme un iceberg. Au-dessus, c'est la conscience actuelle et en dessous, c'est toute l'expérience acquise. On ne peut pas tout faire remonter en même temps parce que c'est trop. Mhm. C'est trop. On ne peut pas tout faire remonter l'expérience d'une vie en même temps. L'expérience de mort imminente montre que les personnes qui sont sur le point de mourir, là, d'ailleurs, voient leur vie défiler. C'est parce que ils sont en train d'amener avec eux, ils sont en quittant le cerveau, en quittant le corps, la conscience emmène avec elle toute la mémoire de l'expérience acquise durant la vie. Mhm. Ouais, Donc on bah, appelle ça, il y a des traditions indiennes qui disent, je crois que la mémoire, finalement, elle est stockée dans le champ énergétique ou éthérique. Et donc, c'est ça. quand on meurt, eh bien, on peut effectivement réactualiser. Et d'ailleurs, vous parlez même des vies antérieures, des choses comme ça dans la BD, qui font partie aussi de ces mémoires qui sont stockées quelque part et qu'on retrouve de l'autre côté, quoi. Oui, à la fin, oui, oui, c'est Xénon qui se montre sous toutes les formes, enfin pas toutes, mais un certain nombre de formes qu'il a expérimentées en tant que personne incarnée. C'est assez remarquable, quoi. Moi, j'avais noté une phrase qui m'est venue en le disant, c'est que cette bande dessinée nous enseigne de notre vivance que des générations d'humains avant nous n'ont compris qu'à leur mort. Qui a écrit ça, c'est vous? Oui, ça m'est venu en lisant parce que je me disais, mais ça, c'est génial. On est quand même dans une époque formidable quand même, on commence un petit peu à comprendre ce qui se passe de l'autre côté du voile. Alors qu'il y a C'est encore ça. une génération, on pensait qu'il n'y avait rien. Le matérialisme nous disait, bah ouais, il n'y a rien. Après, la Ouais. mort des neurones, il n'y a plus rien. Enfin, je trouve ça formidable, quoi. Bah, imaginez ce qui va se passer dans 10 ans, hein, ça va être génial. Mm. C'est pour ça qu'il y a panique, ça panique, hein, c'est pour ça que ça panique au niveau mondialisme, etc. Ça Mm. panique de tous les côtés. Ouais, ouais. Très bien, bah écoutez, merci pour cette présentation de bande dessinée. Est-ce que vous avez des On n'a projets pas trop parlé. Oui, 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 on n'a pas trop parlé du début, hein, mais il y a plein oui. de. On n'a pas trop parlé de la descente Enfin bon, on ne peut pas parler de tout, mais parce qu'il y a des concepts essentiels qui passent. Enfin, mais c'est plus relié à la physique au début, hein. Ouais, c'est notamment Là, les ouais, démons de Laplace et Maxwell qui sont importants pour comprendre voilà, ces ouais. histoires de matérialisme et puis il y avait Hmm. aussi un truc que je n'ai pas dit, c'est que vous disiez par exemple le système aujourd'hui un peu dominant financier, c'est un petit peu, il a un peu accouché du système scientifique qui a accouché lui-même de la religion et chacun y est allé de ses Ouais. limites et de ses comment dire de son, de son cadre qui a empêché l'humain de vivre avec selon son libre arbitre, en fait. Ça a Hmm. coupé l'humain de Hmm. son libre arbitre. Et chaque fois, il y a un Hmm. nouveau système qui se crée comme ça. Et c'est de ça dont il faut essayer de sortir. Et j'ai l'impression Hmm. aussi que ce côté chemin initiatique de cette bande dessinée, on a l'impression que vous tracez un sillon et que plus il y aura de monde qui va vous suivre et plus finalement, d'une manière assez naturelle, les choses peuvent changer, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Hmm. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Et vous me demandiez quels sont mes projets. Mm.
J'en ai un là actuellement qui est peut-être le projet le plus important, le plus grand défi de toute ouais, enfin, à part le côté professionnel, enfin, depuis que j'ai commencé à écrire et faire des conférences, c'est le projet de faire une vingtaine de vidéos Mhm. professionnelles, un tournage professionnel qui va résumer tout ce que j'enseigne dans mes conférences et dans mes livres depuis plus de 15 ans maintenant. Donc ça, c'est le réalisateur Jean-Yves Miglia, accompagné de deux caméramans, d'un preneur de son et d'un monteur qui vont... on va faire ça au mois d'août, on va probablement refaire d'autres prises, etc. pour aboutir à, enfin, moi j'ai à 22 vidéos d'une demi-heure, mettons, qui vont relater chaque thème en me positionnant dans un contexte naturel, dans la montagne, à différents endroits, avec un peu l'influence du pic de l'esprit, bien sûr. Euh, et pour rendre ça particulièrement attractif et que ce soit plaisant de m'écouter expliquer toutes ces choses-là, et que ça n'aille pas trop vite pour que ce soit didactique, pédagogique. Et c'est un peu l'équivalent d'une formation, mais une formation un peu particulière. C'est plutôt pas une formation, c'est plutôt une divulgation, mais avec à chaque fois, pour chaque vidéo, cette connexion, quoi, ce lien avec la source qui transparaît et qui est plus facile à mettre à faire valoir quand on est dans un milieu naturel. Voilà, avec la joie, parce que les paysages seront très beaux. J'ai la chance de vivre dans un endroit qui est très très beau. Et voilà, on a ce projet pour lequel on a fait donc une campagne de crowdfunding. C'est géré par une association qui est l'association Le Futé Lumineux. Et si vous voulez bien, donc vous pouvez mettre sous la vidéo l'information concernant cette campagne. On va trouver, il n'y a pas de souci, on va avoir les fonds, hein. Il y a pas de problème. La campagne dure encore un mois. On aura peut-être qu'en une semaine, on aura déjà. Mais si jamais parmi vos auditeurs, certains veulent être sûrs d'avoir les vidéos en temps le plus tôt possible ou même moins cher, parce que ça, il va falloir payer beaucoup de monde. Ben, elles peuvent se mettre faire un don au niveau dans la campagne. Voilà. Ouais, Donc si vous pouvez mettre bien sûr, j'ai déjà mis le site à l'écran pour que chacun puisse se trouver. Je mettrai le lien dans la description. Et puis, bah, je précise, j'avais regardé justement un petit peu avant qu'on se parle cette campagne de participative. Donc, effectivement, vous pouvez faire un don et puis vous obtenez à chaque fois, à mesure du don, des avantages ou accès à toutes les vidéos, accès aux différentes vidéos du cinéaste, accès à tout un tas de choses qui vous sont euh, offertes avec votre participation. C'est un super projet et bah, on a hâte de voir ça. ça va sortir cette année, on espère, hein. D'accord, ouais. Voilà. Et probablement hein, avant la fin de l'année, parce que le travail de montage va durer un mois facile, mais bon, du coup, je pense qu'on peut espérer l'avoir. Bon, laissons passer octobre, voilà. Peut-être pour Noël, quoi. Il y aura on pourra offrir ça en cadeau. C'est un coffret audiovisuel, hein. D'accord. Voilà, c'est pas. Et vous allez tourner tout d'un bloc et ensuite découper ou ce sera... Déjà commencé à tourner des petits morceaux. D'accord. On va tourner tout d'un bloc, oui. Enfin, on va tourner l'essentiel en 15 jours. Hmm. Et puis, il y aura sûrement d'autres petits tournages à faire pour affiner. Mhm. Euh, et, oui, non, il faudra que je sois très bon dans cette période, ça c'est clair, que ça va pas être évident. Il va falloir que je marche tous les matins 1 heure, hein.
D'accord, ouais, bah, en même temps, ça fait partie des choses qui vous inspirent, donc ça serait Oui, bien, ça serait voilà, intéressant. exactement. Bon, bah, génial. Merci Philippe Guillemant. Je crois qu'on a fait un bon tour déjà de cette bande dessinée que je mettrai à l'écran, mais que je remontre encore une fois, magnifiquement illustrée par Benoît Flamec aux éditions Guy Daniel. Super bouquin. Benoît Flamec fait un travail fantastique, hein. Ouais. Vraiment, il faut le féliciter. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Et vraiment, il nous a fait un travail génial. Je vous ai pas demandé combien de temps ça vous avait pris d'élaborer avant l'impression finalement cette bande dessinée. Oh, bah, la BD, elle a pris plus de temps qu'un livre, hein. Malgré le fait qu'elle est inspirée d'un livre, il a fallu faire un énorme travail de condensation des idées les plus importantes et transformer en texte, plus les illustrations. Bon, non, on se rend pas compte, hein, mais une BD, c'est compliqué, hein. Mhm. C'est pas. Peut-être que parce que c'était. Non, mais parce que là, c'est une BD quand même un peu particulière. C'est une BD qui essaie de faire passer un message scientifique. D'ailleurs, c'est l'idée de Benoît de la présenter comme ça. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais de fiction scientifique. Mhm. Voilà. Intéressant. C'est-à-dire que c'est une fiction, c'est clair, mais qui fait passer des idées scientifiques qui sont réellement les idées de la science, plus, bah, évidemment, mes extrapolations, des idées sur, bah, évidemment, dès qu'on extrapole au-delà de la vision, voilà, c'est inévitablement mes idées spéculatives, on va dire, passent également. Voilà. Il s'agit de faire passer des idées que moi, je considère comme étant des vérités. Voilà. Bah, écoutez, merci. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je sais qu'il y a énormément de gens qui vous suivent et qui vont se régaler de la lire et de découvrir bah, certaines idées qu'on n'avait pas trouvées, qu'on n'avait pas forcément dans les anciens ouvrages. Mm. Et puis, bah, présenter aussi d'une manière accessible euh, pour tout le monde quoi, qui s'intéresse à ces questions-là sans pour autant avoir un bagage voilà, scientifique et ultra poussé. Donc bah, Mm. merci pour cet effort de vulgarisation, merci pour cette émission, votre temps, et puis j'espère à très bientôt Philippe Guillemant. Merci à vous.